Bonjour, shalom, assalamu alaikum, good morning, guten tag. Nous sommes le mercredi 8 janvier 2020. Il sonne 11 heures et nous sommes en place pour vous servir au Club de la Presse. Michel Vitogbe Tomega, Koku, à la console technique, Gérald Akucha, Kojo, de son prénom, pour la partie numérique de la technique avec déjà au studio, Gadiel Chonyadji pour nous servir santé. Bonjour Gadiel. Votre micro, une seconde. Oui Gadiel, un petit souci qu'on va régler. Le temps qu'on règle le souci des micros, nous pourrons aller directement à la pensée du jour. Et aujourd'hui, nous revisitons Antoine de Saint-Exupéry qui a écrit, je cite, « Être homme, c'est précisément être responsable. C'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. » Encore une fois, être homme, c'est précisément être responsable. C'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. C'est pour dire que nous sentirons hommes, nous serons hommes si nous posons aujourd'hui des pierres qui servent effectivement à ériger le monde, à commencer par notre pays, le Togo, que nos ancêtres ambitionnaient de voir lors de l'humanité. Gadiel, bonjour. Toujours ce problème qui va être réglé. Nous allons continuer par revenir sur l'émission d'hier. Au cours du Club de la Presse hier, un carton rouge avait été décerné aux deux d'ânes qui sont érigés sur la nationale numéro 2, entendez la route Lomé à Nero, plus précisément au niveau de l'usine Sodi Gaz vers Bogan. Ce carton rouge a suscité beaucoup de réactions. Nous voudrions seulement préciser que, d'après ce que nous avons appris, ce n'est pas la direction, ce n'est pas la société Sodi Gaz qui par plaisir a érigé ces deux d'ânes sur la route numéro 2. Il n'y a que le ministère des infrastructures en charge des routes qui peut ériger de tels aménagements sur nos infrastructures routières. Ceci dit, il reste toujours à préciser que ces dos d'âne sont trop élevés et endommagent le véhicule de ceux qui passent par là. Et secondo surtout, il n'y a aucune pancarte qui annonce les dos d'âne à ce niveau. Eh bien, le maître d'ouvrage devrait veiller à ce que les dos d'âne contribuent à ralentir la situation en ne cassant pas les véhicules et puis également que ces dos d'âne-là soient signalés par les plaques appropriées. Gadiel, bonjour. Bonjour. Voilà, la troisième fois est toujours la bonne. Tout à fait. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Canal FM. Bonne année. Nouvelle saison de bénédiction, de paix à tout un chacun. Bonne heureuse année qui passe d'abord par une meilleure santé. Tout à fait. Et c'est pas Abbas Issaka de Le Mania Libéré qui va nous démentir. Effectivement, Jalou, je salue tous les auditeurs et autrices de Canal FM. Je leur présente mes meilleurs vœux, surtout de santé. Et après, le reste viendra parce que c'est sans la santé, on ne pourra rien faire. Et j'envoie également mes vœux les plus sincères à notre ami mascotte Yamba Yamba, qui depuis le commissariat de Kanté nous écoute grâce au lien de Canal FM. Je profite de l'occasion pour aussi saluer ses anciens collègues de la DSR ici qui font du bon travail, puis les autres forces de l'ordre et de sécurité qui font du bon travail pour au moins assurer la sécurité des uns et des autres. Bonne année et bonne santé ainsi que la promotion pour tous. Bonne et heureuse année à nous toutes et à nous tous, nous tous qui sommes ici au studio, également vous qui nous écoutez un peu partout au Togo, en Afrique et dans le monde. Bonne et heureuse année à un confrère. C'est pas une colle, c'est pas non plus une devinette. Mais si je vous dis que c'est le plus jeune d'entre nous,
et qu'il a les cheveux tout blancs et que quand on le suit au club La Presse, on a l'impression qu'il a mangé 2, 3, 4 lions et qu'il publie le journal Le Combat du Peuple depuis plus de 20 ans. Abbas Issaka, vous avez trouvé? Oui, effectivement, c'est notre doyen Lucien Vincent Djossou. Lucien Djossou Vincent qui souffre aujourd'hui 73 bougies. Quoi de plus normal que de lui adresser ce coucou confraternel et amical. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Merci beaucoup Lucien Djossou Vincent, que la fête soit belle avec vous, avec votre famille et que cette année 2020 vous apporte ce qui vous est le plus cher. Abbas Issaka, avant de venir à la santé, nous allons ouvrir une page de douloureux souvenirs. Nous sommes le 8 janvier 2020. Il y a exactement 10 ans, la sélection du Togo, les éperviers, qui s'était qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui se jouait à cette année-là en Angola, était en route, mais le convoi des éperviers a été stoppé net dans l'enclave de Kambenda, sous une fusillade. Le bilan est très lourd, 2 morts sur le coup, le coach adjoint Amelete Abalo et le responsable média de la sélection Stanislas Oklo, 8 blessés dont le gardien Obilale Kodjovi qui reste perdu à vie pour le football, lequel Obilale Kodjovi a été honoré hier en Égypte lors des cérémonies CAF Awards. Obilale a été chaudement applaudi, honoré. Nous apprenons même que la CAF est de bonne volonté, s'engage à financer ces projets qui lui sont chers. Mais il n'empêche que le service après-vente de ces tragédies reste toujours non assuré. Hier déjà, le confrère L'Alternative titrait « Drame de Kabinda, 10 ans après, où sont passés les millions d'indemnisation de la CAF et de l'État togolais ». Et vous rappelez que pour marquer cet anniversaire, nous apprenons que les ayants droit des victimes et les parents et amis demandent des offices religieux privés aujourd'hui. Et puis avant Kabinda, il y a eu malheureusement aussi Lungui où beaucoup de nos compatriotes avaient péri dans une mort très atroce. À l'époque, le Togo officiel leur avait rendu hommage. Et puis, depuis, le silence, un certain silence aussi, au point que il y a quelques jours, on a appris que les ayants droit des victimes de Kabinda s'apprêtaient à saisir la justice, porter plainte contre l'État togolais, la CAF et bien d'autres. Et puis aujourd'hui, c'est le journal Dunia Le Monde qui publie cet article. 13 ans après le crash de Lungui, le fils aîné de Richard Atipoué prend la parole. Richard Atipoué, qui était ministre des Sports à l'époque, qui a péri à Lungui, c'est son fils aujourd'hui qui prend la parole. Voilà ces douloureux souvenirs, aussi bien Kabinda que Lungui, que nous rappelons aujourd'hui. Un douloureux événement parce que, avant toute chose, il faudrait que nous nous inclinons devant leur mémoire et nous leur demandons que la terre leur soit légère. Aujourd'hui, le problème qui se pose, je pense que cette histoire a trop duré. Je ne sais pas si c'est depuis ce jour-là que notre football végète dans un malheur total. Parce qu'il y a eu des sacrifices humains qui ont été faits. Les gens sont morts pour rien. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2007, en ce jour, pour l'attaque de Kabinda, l'équipe togolaise, le Togo avait une belle équipe. La meilleure même qui allait faire beaucoup de choses, de miracles pendant la CAN Angola. Parce que même notre poule était accessible et tout le monde s'attendait à ce que le Togo même puisse remporter en cette année-là au moins la première Coupe d'Afrique des Nations.
vous n'êtes pas sans savoir qu'on sortait également de la qualification du mondial 2006, où le Togo a participé avec brio, et que l'équipe qui suivait avec le coach Hubert Velud avait été une belle équipe qui devait représenter valablement le Togo. Mais aujourd'hui, après tous ces douloureux événements, il y a eu des actes qui ont été posés. Il fallait indemniser les familles des victimes. Jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Nous avons appris qu'il y a des fonds qui ont été déjà envoyés par la CAF, des fonds qui ont été envoyés même par le gouvernement Kabila pour dédommager. Kabila n'est pas une république reconnue par le Togo jusqu'à ce qu'on puisse recevoir de l'argent de ces rebelles. Ouais, peut-être le gouvernement angolais. Le gouvernement angolais a envoyé des fonds pour dédommager les victimes. Mais jusqu'à ce jour, les parents des victimes n'ont aucune information de ces fonds. Où est-ce que ces fonds-là sont passés? Parce que perdre un parent, ce n'est pas chose, mais la vie, rien ne vaut la vie. Donc, lorsqu'il y a quelque chose à faire pour au moins indemniser ces victimes, il faudrait que ceux-là qui ont reçu cet argent-là puissent se montrer et dire que nous avons reçu telle somme de la part du gouvernement angolais et de la part de la CAF. En toute transparence. En toute transparence. Mais on ne peut pas nous casser certaines choses jusqu'à ce jour où, des années, les parents des victimes sont là en train de souffrir. Et pour Kabinda, vous avez vu que nous avons perdu aussi une consoeur, j'ai dit à Kabinda, pour Lungui. On a perdu aussi une consoeur, Olive Mensah. On a perdu le ministre des Sports, Richard Atipoué, dont l'enfant aujourd'hui s'exprime dans les colonnes de Dunia Le Monde. Donc il faudrait que tout ça là puisse être revu. Merci. Vivement, on n'oubliera jamais les parents qu'on a perdus, mais vivement que l'État togolais, pourquoi pas la CAF, calme au moins la douleur des ayants droit. Et c'était le samedi ou dimanche, j'écoutais un reportage de notre aîné, confrère Komla Eklou, qui intervenait sur RFI, et où on apprenait que le papa de Stanislas Oklo se plaignait d'être laissé pour compte. J'ai même écouté la veuve de Amelete Abalo qui se disait également abandonné avec les orphelins à sa charge. C'est très douloureux, mais que l'État togolais, en entendant la CAF, honore la mémoire de nos aînés et que les ayants droit ne se disent pas que les parents sont perdus pour rien. Pour ajouter dans cette histoire, vous avez vu que l'entraîneur des gardiens, Nibombe Waki, il est toujours là, resté là, sans aucune aide. Et l'autre, celui Obilale qui a été au moins honoré avant-hier ou bien hier par la CAF, c'est que vous avez vu qu'il a l'amour pour le sport. Et depuis, même malgré son handicap, il continue par investir dans le sport. Il fait même beaucoup de choses pour aider à l'évolution et à l'émergence des jeunes. Merci pour cette douloureuse page. Pendant que nous retrouvons dans ce studio Sylvestre Béni, bonjour. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Votre bonne et heureuse année à vous, même à votre épouse. Oui, merci. Je profite également de l'occasion pour saluer les auditeurs auditrices de Canal FM. Ça fait véritablement un bail. Un bail dû au fait que vous étiez mis en congé pour organiser votre mariage, ce pourquoi nous nous félicitons. Oui, je crois que ça a été. Maintenant, je crois que ça c'est le passé. Maintenant, il faudrait qu'on puisse s'attaquer donc aux choses nouvelles. Donc voilà, tel que je l'ai dit, je salue les auditeurs et excusez-moi aussi du retard parce que j'étais du côté de la conférence de presse du mouvement Bâtir. Et donc, j'ai même vous nous en direz un mot quand nous allons ouvrir la page politique de cette émission. Santé éducation avec la voix de Gadiel Rebonjour. Oui, ça c'est le bonjour. Quand j'ai reçu votre journal, que je l'ai parcouru, je me suis dit, c'est des recettes diététiques que vous nous proposez aujourd'hui. Tout à fait. Vous savez, nous entamons l'année avec un message parce que la thématique que nous allons aborder, l'une des thématiques que nous allons aborder cette année, c'est l'alimentation. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde, on meurt plus à cause de l'alimentation. L'alimentation tue plus que le tabagisme. En 2017, il y a eu 11 millions de décès dus à la mauvaise alimentation. Un décès sur 5 dans le monde est dû à la mauvaise alimentation. Alors, on se demande, pourquoi on mange et puis on meurt? C'est parce que
on a tronqué la norme de l'alimentation. Manger plus les végétaux, manger les fruits et les légumes, on a tronqué cela et on se tourne vers les aliments transformés. On se met dans l'excès du sucre, dans l'excès du sel et du gras. Donc cela engendre des maladies et crée des décès. Donc nous allons revenir sur les b.a.-ba de la bonne alimentation cette année. D'où cette parution que vous voyez à 90% dédiée aux articles d'alimentation. Et vous commencez par cet article à la page 2 où je lis: une bonne alimentation est synonyme d'une bonne santé, mais une mauvaise alimentation est source d'empoisonnement de l'organisme. Dans cette lignée, vous nous recommandez les aliments bénéfiques pour ceux qui ont le groupe sanguin A. Oui, vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs études qui ont été faites. L'alimentation, d'une manière générale, oui, mais on est arrivé à des études aujourd'hui qui prouvent que on a 4 groupes sanguins. Et pourquoi Dieu l'a fait ainsi, on ne sait pas. Mais selon un certain nombre de groupes de chercheurs, notre groupe sanguin nous donne un certain nombre de privilèges par rapport aux aliments, un certain nombre de privilèges par rapport à un certain nombre de choses dans la vie. Alors, quand vous êtes du groupe A, vous avez des aliments préférentiels qui vous aident plus à avoir la santé, à vivre longtemps. C'est ça, et c'est valable pour les 3 autres groupes sanguins. Donc, dans cette parution, nous servons tous les groupes sanguins, que ce soit le groupe O, le groupe AB, le groupe B. Alors justement, les aliments, ceux qui sont du groupe sanguin A sauront découvrir les aliments qui leur sont bénéfiques. C'est la page 2. Maintenant, à la page 3, ceux qui sont du groupe sanguin AB apprendront qu'ils devront faire attention à la consommation de viande. Oui, la consommation de la viande aujourd'hui, vous savez, ça fait polémique. Aujourd'hui, on dit pas trop de viande rouge parce que il y a de la graisse, il y a certaines viandes même qu'on interdit à certaines personnes à cause d'un certain nombre de problèmes métaboliques. Donc, la consommation de la viande, on doit la réguler. On a dit ici l'année passée que, d'une manière générale, c'est des morceaux de viande qu'il nous faut par jour. Mais quand nous voulons manger de la viande, vous voyez ce que nous faisons. Un seul individu peut avaler tout un poulet, toute une cuisse de vache, ce qui n'est pas recommandé. Donc, il faut certaines normes de consommation de la viande. Et surtout, pour ceux qui sont du groupe AB, il y a des indices, c'est ce que nous mettons dans cet article. Et je reviens à la page 2 avec ces aliments que vous nous recommandez pour améliorer la circulation sanguine dans notre organisme. Oui, vous savez ça, le sang, il est dans l'organisme pour circuler. Alors si le sang ne circule pas dans l'organisme, on a des problèmes. Il y a court-circuit et on a des problèmes. Et beaucoup d'organes commencent par tomber en panne parce que le sang, c'est la nourriture de l'organisme, des organes, de toutes les parties de l'organisme. Quand le sang ne circule pas, quand le sang ne dessert pas un certain nombre de parties de l'organisme, il y a problème. Et les découvertes scientifiques aussi ont prouvé que l'alimentation ou bien le choix alimentaire que vous faites détermine aussi la circulation du sang dans votre organisme. Eh bien, si nous voulons que le sang circule très librement, de façon bien fluide dans notre organisme, on lira l'article à la page 2, tout comme les légumes qui sont bénéfiques pour mon groupe sanguin. Ça, c'est la page 3. Les légumes ont des vertus. Vitamines, sels, minéraux, fibres. Les légumes sont destinés pour protéger l'organisme. C'est ça les vertus des légumes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui consomment très peu de légumes. L'OMS se recommande 5% de fruits et légumes par jour. C'est pas gratuit. C'est par jour. Et quel que soit votre âge, quel que soit pas les nourrissons, mais déjà quand vous commencez par manger les aliments durs, il vous faut les 5% de fruits et légumes par jour pour votre santé et la longévité. Vous voyez? Donc c'est important, les légumes. D'après certaines études, les populations du Sud Togo ne consomment pas vraiment des légumes. Il faut que l'information, la promotion de la consommation des légumes continue parce que c'est très bon pour la santé. Nous sommes toujours dans la période des fêtes et la fête rime entre autres avec les boissons. Et je lis ici à la page 4, les boissons adaptées à chaque groupe sanguin. Oui, vous savez, aujourd'hui, il y a des gens, ils sont passe-partout au niveau des boissons. Tout ce qui tombe sur la table, ils prennent. Attention, ça n'est pas une bonne expérience.
Les boissons, la question à laquelle répond cet article, c'est de savoir mon organisme est destiné à quelle boisson. L'eau est la meilleure boisson pour tous les organismes. Ça, c'est clair. Maintenant, l'homme a fait des boissons sucrées, des boissons alcoolisées et tout. Est-ce que mon organisme... Maintenant, la nouvelle mode, c'est les boissons énergisantes. Les boissons énergisantes, est-ce que vous voyez? Donc, est-ce que mon organisme peut prendre les boissons énergisantes? Est-ce que mon organisme peut prendre le vin rouge, le vin blanc, le vin mousseux, je sais pas quoi? Est-ce que je peux prendre de la bière sans entamer ma santé? Donc, c'est la question à laquelle cet article répond. C'est vrai qu'il y a des gens, quand ils vont à des fêtes, on sert toutes boissons sucrées, ils prennent. On sert toutes les marques de billets, ils prennent. On sert le sorabi, le chukutu, le chapalo, tous les whisky, tous les vins, ils prennent tout. Ils prennent tout. Et alors qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de s'empoisonner. Non, mais ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Bien, pour terminer, ces habitudes alimentaires qui endommagent le foie. Et quand le foie est endommagé, attention, salut les dégâts. Oui, vous savez, aujourd'hui, l'information circule. On sait qu'il y a des médicaments qui détruisent le foie quand on les prend en surdose, mais il y a aussi la mauvaise alimentation. Alors, nous avions écrit beaucoup d'articles par rapport à la santé du foie. Le foie est un organe central de la santé de l'organisme. Donc, quels sont ces aliments qu'il nous faut pour entretenir la santé du foie? C'est ce que nous mettons dans cet article. Et les articles qui sont très mauvais pour le foie, les choix alimentaires qui sont très mauvais pour la santé du foie, c'est aussi mis dans cet article. Merci. Tout ça, ce n'est qu'un échantillon que nous vous avons donné. Le reste est à découvrir dans le journal Santé Éducation, paru aujourd'hui même. Vous pouvez l'avoir au prix de 500 francs CFA seulement. Dans les kiosques et en pharmacie. Et merci beaucoup. Et sans oublier que lorsqu'il sonnera à 12h, vous pourrez entrer en ligne par les deux numéros que vous connaissez déjà, que je vous rappelle tout de même. Le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Peut-être que vous souhaiteriez revenir sur l'un des actes de santé qu'on a développés. Mais d'ici là, la politique, pendant que nous accueillons Fabrice Paton Petezi, Biasma, vous avez tellement fêté que votre micro a du mal à démarrer en même temps que vous. On reprend? Oui, je disais bonjour à toi. Toujours ce souci. Mais pour introduire, les techniciens vont régler ça. Mais Sylvestre Béni, vous nous disiez que vous reveniez d'une conférence de presse du nouveau parti politique bâti. Alors, vous nous en donnez juste les grandes lignes? Oui, j'étais à la conférence, donc je vais vous donner un extrait du communiqué de presse. En fait, ils disent, après une analyse approfondie de l'échantillonnage des candidats à l'élection présidentielle 2020 et suite à l'examen détaillé de chaque candidat face au combat mené depuis le déclenchement de la crise politique, alors ils décident de soutenir de façon ferme et indéfectible, je lis, de façon ferme et indéfectible la candidature de M. Faure et Sobzina Nyasingbe. 2. D'appeler tous les militants de Bâti à se mobiliser dans la discipline qui nous est chère pour contribuer à l'élection du candidat de notre choix. 3. De mobiliser autour des responsables de Bâti les populations de nos quartiers, villages et villes pour des actions concertées devant aboutir à l'élection de M. Faure et Sobzina Nyasingbe pour présider aux destinées de notre pays pour les 5 prochaines années. Donc voilà le communiqué de donc, en somme, de presse. Le parti Bâtir appelle ses militants à soutenir le candidat Faure Nyasingbe. Nous reviendrons d'ailleurs sur le candidat Faure Nyasingbe. Mais autre conférence de presse qui se déroule actuellement, c'est celle qu'anime Nathaliel Olympio du parti des Togolais, Jimon Auré son parti c'est le PDP. Le parti de Dimoré, FPD, et également M. Ouro Djikba Tchatchiki. Et ils sont actuellement en conférence de presse. Est-ce que quelqu'un, Fabrice, vous qui venez d'arriver, est-ce que vous avez des indiscrétions qui filtreraient de cette conférence de presse, de cette conférence qui s'anime à 3? Non, aucune indiscrétion. Je suis au courant de l'événement, mais qu'est-ce qui est fait exactement? Aucune nouvelle pour l'instant. Pas encore, mais Canal FM doit avoir... Il paraît que c'est maintenant que ça avait démarré parce que j'ai vu les informations où ils sont en train d'exécuter l'hymne national là-bas parce que les trois sont là. Les trois, Jimon Auré au milieu,
Nathaniel Olympio et puis Rodipa. Ils sont ensemble devant la presse. Merci. Eh bien, juste vous dire que cette conférence de presse anime à 3. Et si nous avons du nouveau d'ici la fin de l'émission, nous partagerons avec vous. Maintenant, ce qui a été une rumeur qui a circulé un peu partout au Togo, s'est terminé hier par une grande clameur au siège du Parti uni, ce que quelqu'un a appelé la fin d'un vrai faux suspense. Fabrice, finalement, Faure Gnassingbé sera le candidat du Parti uni à l'élection présidentielle dont le premier tour reste fixé au 22 février prochain. Oui, mais j'ai pas compris ce flou artistique que certains ont entretenu autour de la candidature de Faure Gnassingbé qui était évidente depuis toujours. Moi, j'ai jamais douté que Faure Gnassingbé ne serait pas candidat, pas parce qu'il m'a fait une confidence, mais en suivant juste tout simplement le déroulement de l'actualité politique depuis quelques années. Donc nous sommes partis d'une situation où on a eu des réformes, il y a eu des polémiques autour du scrutin présidentiel, la candidature et tout cela. Et quand vous prenez un peu le résultat de tout ça, je crois que le boulevard, en tout cas le tapis vert ou le tapis rouge était déroulé pour Faure Gnassingbé pour qu'il soit candidat à cette élection. Et pour moi, la surprise aurait été qu'il ne soit pas candidat. Et dans quelque part, même s'il faut mettre un peu de bémol et puis bon, ou alors douter un peu, quelque part, je n'ai réservé aucun doute à 0,01% pour une éventuelle non-candidature de Faure Gnassingbé à cette élection. Donc pour moi, hier, il n'y avait pas de surprise de bon côté, les choses allaient de soi et la candidature de Faure Gnassingbé, je l'ai toujours dit dans ce studio, ça m'étonnerait qu'il ne soit pas candidat en 2020 et bon, les faits m'ont donné raison. Merci. Tous les journaux parus aujourd'hui, sauf Santé et Éducation, ont consacré une page à la candidature de Faure Gnassingbé. Commençons par Forum de la semaine qui écrit présidentielle 2020, la réunion du bureau directoire de UNIR mardi. Le président Faure accepte porter le flambeau du parti. Vision d'Afrique qui écrit lui, Faure Gnassingbé porte flambeau des populations à la base. Dunia Le Monde écrit Faure investi candidat par UNIR. La Lanterne lui titre Faure Gnassingbé officiellement déclaré candidat au scrutin présidentiel du 22 février. Le Messager aussi écrit Faure Gnassingbé accepte avec humilité de défendre les couleurs d'UNI. Et Abbas Issaka, votre journal Le Mania Libéré, vous écrivez que les populations ont demandé et obtenu le oui de Faure Gnassingbé. Oui, effectivement, vous avez vu que depuis quelque temps, les populations, du moins les militants du parti UNIR, organisaient des manifestations pour réclamer la candidature de Faure Gnassingbé. Tout a été fait, on a vu les marches et puis les meetings s'organiser par les cadres du parti UNIR à l'intérieur du pays pour que Faure soit le représentant du parti UNIR. Et hier, au niveau du siège de UNIR à Gualpedo, un rapport a été fait au chef de l'État par rapport à tout ce qui avait été recueilli au niveau des populations et qui demandait à ce que Faure Gnassingbé puisse être candidat. Et comme le disait Fabrice, il n'y avait même pas de surprise pour qu'on dise que Faure ne soit pas candidat pour cette élection. Vous voulez dire que vous aussi attendiez tout le monde savait que soit le candidat de UNI. Nous attendions à ça parce que nous savons que les préparatifs qui étaient sur le terrain et que les militants dans leur message disaient que Faure Gnassingbé a fait des choses qui sont bonnes pour le Togo et qu'il faut lui laisser le temps, donner encore le temps pour qu'il continue de parfaire ce qu'il a fait dans ces années, dans ces 3 mandats. Donc c'est pour cela on ne doutait même pas que Faure Gnassingbé ne soit pas le candidat de UNIR. Donc tout a été fait, tout était pré-planifié parce que on retardait l'échéance seulement jusqu'au dernier jour. Sinon tout le monde savait, on a fait tout pour retarder l'échéance. Même au niveau de l'UNIR, tout le monde savait que c'est le chef de l'État. Au sein de la population, tout le monde, qu'il n'y aura même pas de surprise
et la surprise n'y était pas. Faure Gnassingbé a été désigné hier après un rapport qui lui a été présenté devant ses militants et devant les sages du parti UNIR qui lui ont dit que non, que les populations le réclament pour parachever ce qu'il a commencé. Donc, il n'y a pas de choses. Et le confrère l'évêque de la Nation, lui, écrit que Faure Gnassingbé a cédé à la pression de ses militants. Quant à vous, Sylvestre Béni, votre journal La Manchette, vous titrez Faure Gnassingbé, candidat, et vous y trouvez tout simplement le contraste d'un spectacle hilarant. Oui, je crois que nous sommes allés au-delà de l'information. Et vous savez, c'est évident. Hein, vous savez, c'est évident que Faure Gnassingbé sera candidat. Maintenant, et tout ce bruit-là, tout ce bruit que les militants et cadres du NIR nous ont servi, tout le tintama, tous ces jacassements, ces boniments, tout cela a servi à quoi? Et nous nous sommes posé la question, tout ça pour ça? En fait, c'est un spectacle tel que nous le disons, hein, c'est un spectacle hilarant, c'est un spectacle amusant, c'est très désopulent. Maintenant, au-delà, pourquoi nous parlons donc de contraste? Hier, il y avait quand même, je sais pas si on peut le dire, une double sensation, c'est-à-dire il y avait le rire parce qu'ils ont fait tout ça pour ça. Et au-delà, il y avait la tristesse. La tristesse, pourquoi? Parce que, vous savez, et la réalité des choses aujourd'hui, pour que Faure Gnassingbé puisse remplir, c'est que il devait être là, hein, il devait vivre pour qu'on vive une oligarchie. En réalité, c'est ça. Il devait exister pour que les autres existent. C'est pourquoi le monsieur a dit oui. Parce que lorsque hier, il suffisait à Faure Gnassingbé d'oser dire non. Je vous dis peut-être que nous sommes déjà à 11 heures, il y a bon nombre qui devaient déjà traverser la frontière. Et pourquoi? Oui, parce que il y a certains qui sont là parce qu'ils se sentent protégés par la présence donc de Faure Gnassingbé. C'est pourquoi l'image ou le schéma, c'est comme si aujourd'hui le Faure Gnassingbé, c'est comme s'il est un prisonnier volontaire de ce système-là. Parce qu'il est là, il doit être là pour que eux aussi soient là. Il existe pour que eux aussi existent. S'il n'existe pas, s'il n'est pas là, il disait non hier, je vous dis, hein, déjà jusqu'à 16 heures, il y a bon nombre qui devait déjà traverser la frontière. C'est pas. Et là, c'est ça pourquoi nous parlons donc d'une certaine tristesse, hein, le rire, parce qu'ils ont fait tout ça pour ça, parce que ça sachant très bien que le monsieur va se présenter. Et la tristesse, c'est que l'impression, c'est qu'ils sont en train donc d'embrigader, d'apprivoiser le fils déjà des mains parce que pour que le monsieur soit là. Le confrère Fraternité, lui aussi écrit pourquoi donc tout ce dilatoire, et le confrère écrit que Faure Gnassingbé enfin investi hier mardi candidat du Parti uni par une assemblée restreinte des sages et principaux dignitaires du Parti bleu. Et pour Fraternité, c'est là la fin de suspense qui se sera révélé faux, savamment orchestré par le régime lui-même. Liberté, lui aussi, écrit à la page 5 dans la rubrique Caricaturement Votre, la comédie est enfin finie. Et puis à la page 3, toujours Liberté écrit que pendant que Buhari ne veut pas d'un troisième mandat chez lui au Nigeria, Faure Gnassingbé, lui, vient d'être investi pour un 4e mandat, et Liberté qui lui consacre l'autre rubrique sans détour, Faure Gnassingbé, l'homme qui aime le pouvoir. Alors justement, Fabrice, est-ce que c'est Faure Gnassingbé lui-même qui aime tellement le pouvoir qu'il a mis en scène tout ce spectacle pour se faire finalement investir, ou bien, comme l'écrit l'évêque de la Nation, et comme le disait tantôt Sylvestre Béni, est-ce que Faure Gnassingbé a dû céder à la pression des siens? Sur cette question, allez dire aux élèves de la maternelle que Faure n'aime pas le pouvoir. Si c'est pas moi, on peut dire ça aujourd'hui. J'attends quand même. Moi, je crois que il n'y a pas eu de pression. Je vous dis que ça ne se décidait. Je ne sais pas si les gens sont un peu amnésiques ou quoi. Vous voyez, suivez un peu les événements en partant des réformes, le bras de fer autour de tout ça là-bas. Donc vous pensez que tout ça là, on faisait ça pour rien? Et qu'on vient nous dire aujourd'hui, Faure est-il immortel?
Pourquoi nous disent que s'il n'est pas là aujourd'hui, il y en a qui vont prendre la frontière? Moi, je crois que c'est des histoires, tout ça là. Moi, je crois que sur le terrain, quelqu'un se dit qu'il a encore la capacité de pouvoir gagner. La loi l'autorise à être candidat et ses militants l'ont choisi comme candidat. Mais dire qu'il n'a pas envie, qu'il n'avait pas envie et qu'il a fallu que on s'agenouille ou alors on fasse des pressions pour qu'il soit candidat, je dirais qu'il faut aller dire ça aux enfants, pas à moi. Et donc, moi, je crois que Faure Gnassingbé avait envie encore de diriger le pays et il a été son parti. Il n'y a pas eu quelqu'un qui l'a affronté au niveau de son parti. Ils ont fait les choses démocratiquement puisque c'est à l'issue d'un congrès. Mais là, le faux suspense dont on parle, qui l'a créé? C'est ceux qui l'ont créé aujourd'hui qui parlent encore de faux suspense. J'ai jamais vu un communiqué d'UNIR ou alors quelque part où quelqu'un s'est annoncé les noms qu'on avançait et tout cela. Ça ne venait que des mêmes personnes qui ne sont, je ne sais pas s'ils font partie d'UNIR ou alors ils sont externes au parti UNIR pour qu'ils puissent nous sortir des noms, des chapeaux pour dire que non, Faure ne veut pas être candidat et qu'il proposerait tel et tel. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui disent que on les a floués. Qui vous a floué? Est-ce que vous avez lu un communiqué d'UNIR où on a dit il y a plusieurs candidats qui s'affrontent en interne? Non, ça c'est toujours ceux qui ont créé cette rumeur, c'est toujours eux aujourd'hui qui déchantent. Et donc, me parler de près, je reviens là-dessus. On nous l'a dit également à une certaine époque. Ah, si tel n'est pas là, ceci ou cela. Mais je rappelle tout simplement que Faure n'est pas immortel et que même s'il gagne la prochaine élection et s'il a la chance encore de gagner, il n'a que 2 mandats à faire. De toutes les façons, il y aura une fin un jour. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui prendront des frontières parce que quelqu'un n'est pas au pouvoir? Je n'en sais rien. Merci. Et puis hier, comme beaucoup de confrères l'ont écrit et comme Alphonse Ken l'a partagé avec nous hier, c'était un conclave entre Faure Gnassingbé, les sages et les sommités et les délégués des régions lorsqu'on lui restituait l'essentiel de la tournée. Mais il y a quand même des indiscrétions qui ont fuité de cette rencontre. Et d'après ce que nous avons appris, Faure Gnassingbé, il a tenu quand même un discours, des propos assez humbles à ses militants. Il leur a dit que ils n'ont pas, unir au pouvoir n'a pas su tout faire. Il a demandé aux siens de se mettre à l'écoute des autres. Il a même dit que c'est pas parce qu'ils sont au pouvoir qu'ils sont plus intelligents que les autres. Il a même convié les siens à la probité. Il a parlé de ces gagés de campagne. On donne 100 t-shirts à quelqu'un, il va distribuer 20, il laisse les 80 autres pour lui-même. Tous ces propos, Sylvestre Béni, je ne sais pas si vous avez connaissance de ces indiscrétions, mais si cela est avéré, il y a un contraste entre le visage humble que présente Faure Gnassingbé et toutes les critiques qu'on lui fait vis-à-vis de la grandiloquence et des débordements qu'on note quand même autour de lui et dans son régime. Non, vous savez, lorsque vous suivez, vous interrogez un peu l'histoire, vous verrez que M. Faure Gnassingbé tient souvent quand même de beaux discours, ça il faut le dire. Il tient souvent de beaux discours, mais sauf que ceux à qui il s'adresse, c'est souvent à ce niveau que se trouvent des ailés et qui font autre chose. Même lui aussi devait quand même prendre, en tant que chef, prendre une décision draconienne à certaines périodes. Rappelez-vous, à la veille donc de la commémoration de l'indépendance du Togo, je crois que ça doit être en 2012 où il disait que en fait c'est une minorité qui accapare les richesses du pays au détriment de la grande majorité. Mm-hmm. Pendant ce temps, le chef de l'État, c'est quand même ceux qui pillent le pays. Il connaît cette majorité-là. Il pouvait quand même prendre une décision en ce moment. Mais rien n'a été fait. Aujourd'hui, autour de son entourage, quand je vous parle donc des 600 et des 600 millions de la CAN, il sait pratiquement, en tant que chef, ils doivent déjà avoir le rapport. Il sait qui sont les tenants, il sait les tenants et les aboutissants de cette affaire. Mais il n'a pas sévi. Et il connaît quand même ces gens d'histoire où certains saignent à blanc l'économie togolaise. Il pouvait prendre une décision, mais il ne le fait pas. Mais s'il le dit comme ça, il le dit dans la masse, mais il les écoute. Ceux qui l'écoutent, ils vont écouter, mais après ils vont pas, ils vont pas mettre cela en pratique.
Il sait que les gens, on peut donner peut-être 10 millions à quelqu'un d'aller faire des forêts dans tel village. La personne va utiliser 2 millions et garde le reste pour lui. Il sait. S'il dit aujourd'hui que on donne des t-shirts aux gens, ils vont distribuer peut-être le quart et garde le reste, il le sait. Mais pourquoi il prend pas une décision, ne serait-ce que pour sanctionner ces gens de personnes? Je vous ai toujours dit ici à l'antenne que le jour où M. Fonya Singbe, peut-être un ministre en fonction, commet peut-être ou est reconnu d'avoir peut-être mis par devers lui les deniers de l'État, s'il prend une décision, il fait démis, ce ministre-là est démis de ses fonctions, et après on le retrouve devant un procureur. Je vous dis que depuis ce jour, tout le monde sera droit dans le bateau. Mais il ne le fait pas. Merci. C'est pour dire à Bachisaka que l'une des critiques qui sont souvent adressées à Fonya Singbe, c'est qu'il manque de courage ou bien qu'il y a une sorte d'impunité pour les crimes économiques autour de lui, mais on ne le sent pas toujours en train de sévir. Oui, effectivement, quand vous prenez le chef de l'État, il fait de beaux discours. Il s'adresse bien à ses populations, à ses ministres. On fait même des séminaires de formation pour le gouvernement pour que les gens puissent maîtriser leurs programmes qu'ils vont appliquer au sein de leur département. Mais à la fin, quand les gens reviennent, ils font ce qui leur passe par la tête parce qu'ils savent que le chef de l'État ne parle pas beaucoup et ne se décide pas à sanctionner comme il le faut. J'espère que pour cette fois-ci, comme il a dit, il va être regardant par rapport aux gadgets de la campagne qui vont être offerts aux gens d'aller distribuer au niveau des populations. Peut-être qu'il y aura même des sacs de riz qu'on va donner aux gens d'aller distribuer dans les rues et des gens vont garder par devers eux une grande quantité et remettre à d'autres. Mais comme il a dit dans son discours hier, qu'il faudrait faire de telle sorte que tout le monde soit satisfait, que ça ne reste pas seulement dans son fait intérieur, que ça soit extériorisé et que ça soit mis dans la pratique. Parce qu'à chaque fois, il tient de beaux discours. Il dit, il met des gens en garde, il fait ceci, mais le reste, la sanction ne suit pas exactement. Et finalement, c'est la répétition de tout ce que nous vivons pour mettre en doute désormais les propos du chef de l'État qui ne prend pas des sanctions. Merci. On verra au moment de la campagne comment ça se fera. Mais il a également dit quelque chose que les autres candidats devraient retenir. Fonya Singbe qui a appelé ses cadres à faire une politique, une campagne de proximité, d'occuper effectivement le terrain, parce que par le passé on connaissait des candidats qui ne parlaient que beaucoup sur les médias, mais qu'on ne voyait pas sur le terrain. Si le grand parti uni va occuper le terrain, qu'est-ce que ça ne devrait pas être pour ceux qui n'ont pas ni la taille ni les moyens du parti uni? Nous vous disions tantôt qu'une conférence de presse devrait s'animer aujourd'hui même à 3 avec Ouro Djikpa Tchatikpi, nouvellement exclu du PNP, Jimo Oré du parti FDP et Nathaniel Olympio du parti des Togolais. Alphonse Ken en revient. Bonjour Alphonse. Bonjour Innocent, bonjour à tous les confrères autour de la table ici. Merci de partager la primeur de cette conférence de presse aux éditrices, auditeurs du Club de la Presse. Alors, d'abord, je veux m'en tenir aux déclarations qui ont été faites. Je vous laisserai le temps des commentaires ensuite. Vous l'avez dit, c'est 3 leaders politiques qui ont rencontré la presse. Ouro Djikpa Tchatikpi, même si il est exclu du PNP, il peut se targuer d'avoir été depuis le début porte-parole, même conseiller, porte-parole presque de ce parti, et a un certain aura ou parmi les militants de ce parti, donc personnalité politique reconnue. Le président du parti des Togolais. Président par intérim. Président quand même. Okay. Du parti des Togolais, Monsieur Nathaniel Olympio, et l'ancien député, ancien ministre de la Communication, Jimo Oré. Donc les 3 leaders politiques Jimo Oré du parti FDP. Le parti FDP. Donc les 3 ont rencontré effectivement la presse pour se prononcer sur les prochaines élections présidentielles qu'il qualifie de parodie, donc de 7e parodie d'élection en 30 ans, donc organisée au Togo, et qu'il souhaite tout faire pour que des élections illégales ne se déroulent plus au Togo. Élections illégales.
en commençant par la Cour constitutionnelle, parce que elle-même est illégale. Une Cour constitutionnelle, je la cite, qui doit être composée de 9 membres, est aujourd'hui composée de 6 membres, ne peut pas donc prêter serment et donc exécuter son travail, c'est-à-dire valider tous les actes qui doivent être posés dans le cadre des prochaines élections présidentielles. Si elle le fait, je les cite encore, ça veut dire que tout ce qui se fait dans le courant donc de l'organisation des élections validé par cette Cour est illégal. Donc, il demande donc qu'on remette cette Cour constitutionnelle en place. Cela dit, et tout ce qui va se faire est illégal, la Cour est illégale, l'élection même est dans l'illégalité. Pour sortir de cette situation que disait Monsieur Nathanaël Olympio dans nos interviews, vous allez les écouter dans l'édition 13h, créée donc de toutes pièces par le pouvoir lui-même, on ne peut trouver de solution à cela que par une discussion politique et donc la mise en place d'une transition. Une transition pour régler ces problèmes politiques qui ne sont créés que par eux-mêmes. Donc, je les cite. Voilà l'essentiel du message qui a été donc diffusé jusqu'à l'ouverture des campagnes. Une autre conférence de presse sera animée. Un appel a été lancé à la population, donc de les suivre de les retrouver donc dans un creuset. On va pas dire une nouvelle coalition, mais dans un grand mouvement pour mettre la pression sur le gouvernement pour éviter que des élections illégales aient lieu. Donc, dans quelques semaines dans notre pays. Merci. Donc, Ouro Chikpa Tchatikpi, Jimo Orey, Nathanaël Olympio, qui ne s'inscrivent pas du tout dans les élections présidentielles dont le premier tour aura lieu le 22 février. Et ils appellent les Togolais à s'engager sans délai dans un nouveau creuset de réorientation de la lutte pacifique pour l'avènement d'une transition politique au Togo. Merci. Et je vais partir en précisant que manifestation pacifique qui n'est pas encore précise. N'est-ce pas? On n'a pas encore appelé à une marche à telle date ou pas, mais les 3 acteurs ont reconnu que c'est un droit constitutionnel de manifester et donc à tout moment ils se serviront de ce droit pour arriver à l'objectif qu'ils se donnent. Merci à vous Ken aussi pour la primeur, mais sûrement qu'on aura les éléments audio dans les éditions du journal. Eh bien, Fabrice Pétiesi, vous avez écouté la restitution que nous a faite Alphonse Ken de cette conférence de presse à 3. Je rappelle juste que hier, nous avions dans ce studio le professeur David Dossé, qui nous parlait au nom de Front Citoyen Togo, Debout et Synergie, qui trouvaient eux aussi que la Cour constitutionnelle installée le 30 décembre n'a pas respecté les délais légaux et qu'elle est anticonstitutionnelle. Mais avant la société civile, il y avait aussi le CAR qui a sorti une déclaration et sur laquelle revient la manchette qui dit que le CAR refuse de cautionner des élections frauduleuses. Voilà 3 entités qui ne se reconnaissent pas dans le processus électoral dont nous parlons. Fabrice? Oui, il faut dire que ce n'est pas nouveau pour ces partis parce que quand vous suivez un peu le début de ces 3 partis, et bon, quand je dis partis, je considère toujours que Ouro Chikpa a été révélé par le PNP, et je le mets dans le club du PNP, dans le parti PNP. Il en a été formellement exclu. Oui, au bas de la signature, c'est pas Tikpi qui a signé. Bon, donc ça voudrait dire que... Mais le signataire l'a fait au nom de Tikpi Achada. Qui exclut qui? Je n'en sais rien. Bon, pour l'instant, de toutes les façons, quand vous prenez le PNP est un parti qui ne croit pas aux élections. Et je crois que ce parti-là a toujours dit qu'une élection, ça n'apportera jamais ce qu'il recherche, notamment l'alternance. Le PNP l'a toujours dit. Et je crois que Jimo Orey et son parti également étaient dans la même logique. Lui parlait plutôt de transition. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on lui demandait comment on devait parvenir à la transition, il ne s'en sortait pas forcément pour dire exactement comment on devait y parvenir. Peut-être que maintenant, il veut explorer une nouvelle piste pour aboutir à la transition qui lui tient à cœur. Maintenant, l'autre partie des Olympios, le parti des Olympios, là, Nathanaël et consorts. Parti des Togolais. Oh oui, bon, parti des Togolais, parti des Olympios, bon. Puisque aussi bien le premier, le deuxième, le troisième, ça reste toujours Olympio. Bon, ce parti,
pour lui également, aussi longtemps qu'on ne va pas le laisser manipuler le fichier électoral à la CENI, il n'ira jamais aux élections. Vous n'allez pas me démentir. Ils l'ont dit en 2010 lorsque Alberto est venu agiter un peu la scène et puis entre-temps il s'est éclipsé parce que embourbé dans d'autres affaires. Ce parti a toujours dit que c'est le fichier électoral qui l'intéressait. Et brandi comme le plus grand informaticien de ce siècle, il était venu, il est allé à la CENI et bon, il n'a pas eu accès à ce fichier électoral-là. Et donc, il s'est dit également, sans avoir touché au fichier, il n'ira jamais aux élections. Donc, pratiquement, c'est un trio de partis qui ne croient pas aux élections qui se retrouvent dans cette coalition. Mais ce qui est surprenant un peu du côté du FPD de Jimo Oré, c'est vrai que c'est la première fois qu'il rentre dans une coalition. Et il a toujours dit qu'il ne veut pas s'acoquiner avec qui que ce soit. Bon, le temps évoluant, les mentalités aussi évoluent. Aujourd'hui, ils sont à l'initiative de ce creuset. Et ça me rappelle un peu le front Tchobé en 2010. Il n'y a rien de différent dans tout ce qui se passe. On déshabille, on habille seulement que de Cap 2000 combien jusqu'à tous ces mouvements-là qui se créent à la veille des élections. C'est toujours le même concept. Empêcher les élections. Et on les voit venir, puisque j'ai déjà déroulé tout à l'heure mon argumentaire pour vous dire que c'est des partis qui ne croient pas aux élections. Et donc, ils veulent également les empêcher. Je crois que ça transparaît un peu dans le communiqué qui viennent de sortir. Et je dis que c'est pas nouveau, parce qu'en 2015, on avait le Front Tchobé. Et en 2010, on avait une histoire de notre confrère devenu leader politique, Liberatismo également. Et donc, à chaque élection, on a déjà... C'était le MCA. Oui, MCA. Donc, à chaque élection, on a de ces mouvements qui s'inscrivent un peu hors jeu, c'est-à-dire hors du jeu démocratique qui stipule qu'il faut aller à des élections pour avoir ceci. Et donc, c'est encore... quelque chose qu'on remet au goût du jour, mais qu'on change un peu d'avis. Voilà donc les trois entités qui ne croient pas, qui ne s'inscrivent pas dans ce processus électoral pour les raisons qu'ils ont évoquées et que nous développons. Mais pour ceux qui y croient, à Bachisaka, les candidats qui se sont fait annoncer, qui ont été investis, ils ont quelques heures pour aller satisfaire les formalités de dépôt. C'est ce mercredi 8 janvier 2020 à 23h59 la période du dépôt des candidatures sera close, du moins à la CENI. Oui, du moins à la CENI. On nous a signalé qu'il y a eu 24 formulaires de candidature qui ont été retirés au niveau de la CENI. Et actuellement, il n'y a qu'un seul dépôt qui a eu lieu hier mardi. Il semble que c'est un indépendant. C'est un indépendant. Donc aujourd'hui... hier même, la CENI a appelé les candidats à aller voir le trésor public pour se conformer et venir déposer leur candidature. Pour le paiement du cautionnement de 20 millions de francs CFA. Donc, aujourd'hui, il y a que, on est à 12 heures de temps. Certainement que d'ici là, la CENI va être affluée par les différents candidats qui vont déposer parce que on le disait tantôt, il y a des gens qui ont eu des prétentions de candidature. Ils ont annoncé qu'ils seront candidats. Mais c'est d'ici minuit qu'on saura qui sera effectivement le candidat. Parce qu'on en a jusqu'à près d'une vingtaine de candidatures qui ont été annoncées. Et aujourd'hui, jusqu'à minuit, le lendemain, au-delà de minuit, on déterminera les vrais candidats qui vont aller à ces élections. Parce que le dépôt sera clôturé hors de ça, parce que les gens même avaient prévu que les gens disaient qu'il y aura prorogation de la date de... Et là, depuis hier, la CENI est formelle. Elle est revenue, elle a fait un communiqué pour dire que c'est aujourd'hui le délai. Nos limites, c'est aujourd'hui. Le délai de dépôt. Donc c'est délai limite. Délai limite. Ah, ok. Voilà. Délai limite, c'est aujourd'hui. À 23h59. Celui qui ne dépose pas son dossier, c'est qu'il n'est plus considéré comme candidat. Oui, Sylvestre, il faudra présager que le service de communication de la CENI nous situera demain sur le nombre de dossiers, pourquoi pas l'identité. Mais pour aujourd'hui, on ne peut que revenir sur les intentions affichées, annoncées par-ci, par-là. Et à ma connaissance, avec Faure Gnassingbé hier, ça doit faire 15 ou 16 candidatures annoncées ou investies. Faure Gnassingbé du parti uni, qui vient d'avoir d'ailleurs le soutien du nouveau parti bâti.
tout le reste, on peut les classer dans la mouvance de l'opposition. Les Fabre, les Dr Koessan, Agboyome Kodjo et tout ça, et surtout Agboyome, professeur Olou, Agboyome qui était parti pour être candidat unique de l'opposition. Finalement, voilà un candidat unique de l'opposition qui se trouve, disons, plongé dans plein d'autres candidats uniques de l'opposition toujours. C'est arrêté ça aussi l'opposition togolaise. Mais permettez que je puisse déjà placer un mot sur la sortie de Orodiepa Tchachikpi, Nathaniel et puis Dimor. Je crois que ils sont dans une logique, si on peut le dire, responsable, parce que lorsque vous voyez la litanie des élections que nous avons eues ici au Togo, vous verrez que ça souffre surtout de transparence. Et de transparence, pardon. Lorsque vous parlez de Alberto Olipio, il a eu une fois à toucher du doigt au fichier. Je crois que c'est en 2015. Il a travaillé sur le fichier et il a relevé à l'école plus de 20 000 doublons. Je crois que si j'ai encore le chiffre en tête. Donc vous voyez, donc lorsqu'on voit ces gens donc de faits, ça n'augure pas assez donc de transparence pour les élections. C'est pourquoi certains disent qu'il faut qu'on se calme, il faut aplanier les choses, revoir donc et tout le processus et même les réformes, tout ça, pour que le jeu soit véritablement démocratique, pour que la vérité des unes soit consacrée. Donc je crois qu'ils sont également dans leur logique en tant que parti politique. Maintenant, et vous parlez donc de Agboyome Kodjo, c'est vrai. En fait, c'était une initiative portée par Monseigneur Kodjo, mais il faut dire que déjà en amont, on peut déjà deviner le dénouement, parce que Monseigneur Kodjo n'était pas en odeur de sainteté avec l'ANC. Vous vous souvenez, entre-temps, il avait traité l'ANC donc de Judas et tout, donc ça avait également créé beaucoup donc de polémiques, mais même si c'est plus tard racheté et qu'il a échangé avec Jean-Pierre Fabre, je crois que ça n'a pas tellement eu d'impact positif sur sa démarche. Donc aujourd'hui, c'est Agboyome Kodjo qui est sorti, et quand on voit également sur la toile et sur au niveau donc des journaux, vous verrez que l'homme également est attaqué par rapport à son passé, et il essaie également de se défendre. Mais aujourd'hui, nous sommes en fait revenus sur son discours. Vous savez, lorsque vous êtes dans un moment donc de forte agitation et que les flèches s'abattent sur vous, généralement, Kidam, qui se retrouve dans la même situation, va vouloir se mettre sur la défensive et rendre la monnaie de la pièce à ses dictateurs. Mais pour lui, il se met donc et il a pris de la hauteur, souhaitant le meilleur à tous ses concitoyens sans distinction et tout. Et il dit aussi quelque part que il se sent imparfait, mais il va quand même œuvrer pour transformer donc ces défauts en qualité. Et il demande quand même une mobilisation. Et lorsque vous écoutez en fait et l'homme également sur les médias, tout ça, vous verrez que je veux pas dire, il fait fi de tout ce que les gens lui reprochent, mais c'est comme c'est quelqu'un qui fixe son objectif et veut l'atteindre. Et là, il essaie également d'ouvrir le champ vers les autres candidats. Mais bon, est-ce que ça va prendre, est-ce que lorsqu'on connaît un peu l'opposition avec cette crise de leadership, chacun veut être le messie. On verra d'abord si Agboyome aura formellement déposé son dossier à la CENI, si la Cour constitutionnelle aura validé ce dossier, et puis on le suivra, comme les autres d'ailleurs au cours de la campagne. Mais le moins qu'on peut dire, c'est que il y a beaucoup de choses qui circulent sur Agboyome, sur la toile, sur les réseaux. Ces derniers temps, il semblerait que il joue également au pèlerin en rencontrant des acteurs ici et là, même des candidats déclarés, il va les rencontrer. Agboyome qui s'exprime dans donc que vous mettez Agboyome qui est à la manchette de la manchette. Voilà. Agboyome qui se trouve à la manchette de la manchette aujourd'hui avec ses propos. Si nous restons unis, nous atteindrons tous les plus grands objectifs. Point de citation.
Et pour clore provisoirement le débat avant de nous ouvrir à vous, depuis quelques heures, c'est un appel, c'est une lettre ouverte que le révérend père Pierre Chanel Afognon a adressé à tous les candidats. D'abord, le révérend père Pierre Chanel Afognon souhaite que cette élection soit réellement libre, crédible et transparente, et que aucun candidat ne fasse l'usage d'achat de conscience auprès des militants. Et puis, il attire l'attention de tous les candidats de garder présent à l'esprit l'intérêt supérieur de nos pauvres populations, l'amélioration des conditions de vie de chaque citoyen en général, et en particulier une sérieuse prise en compte du présent et du futur de nos enfants et de nos jeunes. Donc cet appel du père Afognon aux candidats est à découvrir dans les colonnes du confrère Liberté, mais également c'est un document qui circule sur les réseaux. Fabrice? Oui, je voudrais revenir un peu sur le candidat unique, je ne sais pas s'il faut dire de Podjoro ou de l'opposition. En tout cas, il faut dire que Agbeome Kodjo était déjà candidat en 2010. Et à la fin, il était l'un des premiers à proclamer Fabre gagnant. Il estimait que il était plus dans le rôle de passeur, puisque à l'époque c'était au but. Droit au but, il était plutôt dans le rôle de passeur que de buteur. Et qu'il a vu que Fabre était beaucoup plus dans une position idéale pour inscrire le but. Et lui a fait la passe. Bon, alors aujourd'hui, Sauf que le but de l'alternance n'avait pas été marqué. Oui, lorsqu'on a regardé dans la VAR, on a constaté que le but n'avait pas franchi la ligne. Alors donc, aujourd'hui, quelques années après, 10 ans, s'il faut le dire, Agbeome veut se retrouver dans le rôle d'attaquant de pointe. Et il souhaite même pas qu'on aligne les autres. Bon, en tout cas, c'est le vœu de Podjoro. Mais le débat sur les réseaux sociaux par rapport à son passé, je crois que c'est un débat malheureusement où on se rend compte que au fil du temps, beaucoup de gens n'ont pas tiré de leçons dans ce pays. Et parce qu'au même moment où on dit aux gens, bon, son passé, je ne sais pas ceux qui évoquent le passé des autres, eux, ils ont un peu scruté le leur. Dans le passé, eux, ils ont fait quoi? Même dans l'opposition aujourd'hui, il y a des gens qui doivent des comptes aux gens. Après avoir berné les autres en disant ceci ou cela, et puis après on les retrouve, certains sont devenus maires alors qu'ils avaient crié, on excluait tous ceux qui collaboraient avec un certain régime à une certaine époque. Donc, je crois que tout le monde a un passé, mais aujourd'hui, je crois que le choix de Podjoro, si on prend sur le plan compétences, expérience dans la gestion d'un État, il n'y a pas match entre Agbeome et les autres. Il n'y a pas match. Au sein de l'opposition. Au sein de l'opposition, il n'y a pas match, ça c'est clair. Maintenant, on essaie de rappeler son passé du RPT et tout cela et autres. Et il suffit simplement de regarder un peu dans d'autres pays voisins pour voir si l'alternance que les gens ont obtenue finalement, est-ce que c'est venu forcément de cette opposition aussi radicale. Mais si vous brandissez des signaux aux gens aujourd'hui pour leur dire que vous avez déjà fait votre part dans le passé, on ne veut plus compter avec vous, mais au moins prenez le pouvoir avant de chasser les gens. Merci beaucoup. Il est déjà 12 heures passées, juste le temps que nous respirions un peu et nous nous ouvrons à vous sur les deux numéros que vous connaissez déjà. Eh bien, c'est parti pour la partie inclusive du Club La Presse. On m'annonce en ligne l'ami Kodjo, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui. Et je salue tous vos confrères au plateau. Nous vous saluons en retour. Et c'est sur la présidentielle. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, nous savons que c'est la Cour constitutionnelle qui englobe tout. C'est elle qui valide les candidatures et valide aussi les résultats. Mais le constat que moi je fais est que lorsque vous arrivez sur le débat de la Cour constitutionnelle, au moins prenez tout le temps, parce que c'est elle qui coordonne tout. Je voudrais que tous vos confrères qui sont au plateau me répondent à cette question. Est-ce que le débat qui est actuellement, est-ce que la Cour constitutionnelle est légale ou illégale? Si elle est illégale, comment est-ce qu'on peut laisser cette Cour organiser une élection du moment où elle est illégale? Donc le président qui va sortir, est-ce qu'on va l'appeler président ou quoi? J'aimerais que les confrères
me répondre un à un si la Cour constitutionnelle est légale ou illégale. L'ami Kodjo, merci beaucoup. Faut pas fuir la question. Tous les confrères, il faut qu'ils répondent. L'ami Kodjo, nous ne fuyons nullement la question, sauf que vous n'allez pas nous donner des injonctions. Et si vous nous suivez bien, vous avez écouté Alphonse Ken qui a fait la restitution de la conférence de presse, Jimon Auré, Nathaniel Olympio et Uro Djikpa Tchatikpi. Nous sommes revenus sur la déclaration du cas. Hier, j'ai reçu le professeur Dossé qui a fait restitution de leur déclaration de la lettre ouverte qu'ils ont adressée au chef de l'État. Je ne sais pas ce que vous nous demandez à nous journalistes, mais sachez tout simplement qu'il ne nous revient pas de trancher les questions politiques. Allô? Oui, bonjour, l'ami abonné. Oui, bien sûr. Oui. Raffirmer à mon ami Kodjo qu'il a déjà sa réponse. Moi, je voudrais faire deux observations. Oui. La première, j'aurais bien estimé que le président se fasse violence avec la demande de la communauté internationale, mais il a choisi de répondre à son parti. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Rien. Mais dans l'émission, vous avez fait cas de quelque chose que j'aimerais que vous m'expliquiez. Il a dit qu'il donne des gadgets, des riz, des sacs de riz, des t-shirts que les gens gardent derrière eux. Mais quand moi je prends le code électoral à son article 72, on peut lire pendant la durée de la campagne électorale sont interdites des dons et libéralités, argent ou en nature, à des fins de propagande pour influencer ou tenter d'influencer le vote. Ça veut dire qu'au sommet de l'État, vous me répondez à cette question, est-ce qu'on peut violer le code électoral de manière récurrente, que ce soit dans les locales, dans les législatives, même au présidentiel? Deuxième observation, hier, quand on parlait du foot, vous aviez, un auditeur a fait cas de la presse alternative. Je me suis procuré et j'ai vu qu'il y a des fonds qui sont alloués pour dédommager les 3 familles en question à valeur de 159 millions et 150 millions par chacune des familles qui sont endeuillées. Et voilà que les familles disent n'avoir pas touché les fonds. Moi, j'aimerais interpeller monsieur le colonel Akpovi, parce qu'en matière d'élection, je ne sais pas si le président de la République va revenir, je ne sais pas si le ministère du sport qui va revenir. Mais lui, avec le 25 janvier, je sais qu'il est le seul candidat là. Lui peut revenir. Est-ce qu'il ne peut pas porter cette affaire à bras le corps pour que les problèmes sociaux et spirituels qui gangrènent le foot soient résolus? Merci. Merci l'ami abonné. Mais pour ce que nous disions tantôt sur les indiscrétions ayant filtré de la rencontre hier, le président Faure Gnassingbé ne parlait que de tricot. De tricot. Je ne sais pas si derrière les tricots, il pensait autre chose aussi. Mais pour ce qui est de l'application du code électoral, c'est pas nous seulement de la presse qui devons jouer aux gendarmes du code de la presse. Chacun à son niveau doit le faire. C'est ce que le père Afogno disait tantôt, en souhaitant que les candidats ne fassent pas achat de conscience, mais il revient à chaque Togolais de connaître les textes et de savoir se comporter en conséquence. C'est pas si Fabrice, vous avez un petit complément? Oui, non, moi je comprends pas les Togolais. Je crois que l'élection, nous l'avons pas inventée, hein. Et je crois que si on a dit qu'il faut avoir 18 ans avant d'aller voter, c'est qu'on a tenu compte de plusieurs éléments. Notamment, vous n'êtes pas enfant pour qu'on achète votre conscience à partir d'un t-shirt ou je ne sais quoi. Et donc, je crois qu'à un moment donné, les politiciens, ils battront campagne, ils feront ce qu'ils feront. Et maintenant, il revient aux citoyens également de jouer son rôle en prêtant oreille au programme et autres. Et ne pas, si vous avez 18 ans, on considère que vous êtes quelqu'un de majeur, qui a la capacité de discernement. Je ne pense pas qu'à partir d'un t-shirt ou un sac de riz, vous pouvez. On va me dire, oui, il y a la misère et tout cela et autres. Mais je crois que aujourd'hui, il ne faudrait pas accuser qui que ce soit, dans la mesure où vous avez la possibilité de dernier mot devant l'urne. Merci. Que chacun se comporte en responsable et le Togo ira bien. L'ami Kolani, bonjour. Allô, bonjour. Les tiens-les. L'ancien. Oui, vraiment que chacun se en responsable, comme vous l'avez dit. Oui. Oui, moi je peux me prononcer et puis enchérir ce que la Machette a dit pour la candidature du chef de l'État.
Réellement, si le chef de l'État disait non hier, jusqu'à présent, il devait y avoir des troubles. Et nous avons dit souvent que... Ne jouons pas au mauvais prophète. Non. On avait dit, si tu avais prononcé au début, très tôt, c'était au niveau de l'opposition il devait avoir des ajustements. C'est une réalité. Monsieur Sass, jusqu'à présent, vous avez vu comment il y a eu des gymnastiques et à quelle heure il est arrivé là-bas et ceux qui ont fait cette marche-là. Et en dehors de ça, on a fini l'année. Est-ce que le chef de l'État a pu dire à sa population ses vœux? Pas encore. Il y a des pesanteurs. C'est une réalité. Mais seulement, j'ai voulu quand même que ces partisans d'Uni n'ont qu'à s'attendre que le pouvoir, quand on va aux élections, on peut les perdre. Donc, ils n'ont qu'à s'attendre que cette fois-ci-là, ils vont le perdre, ils vont faire passation de service pour qu'il n'y ait pas de trouble. Et puis, l'autre l'a dit quelque chose qui est bon pour Agboyomé. Agboyomé a servi. Est-ce qu'Agboyomé était chef d'état-major? Est-ce qu'il était directeur général de la police? Est-ce qu'il était militaire? Il a une fois tenu l'arme pour tuer quelqu'un, vous l'avez vu? Mais chacun a son passé. Mais de toutes les façons, nous regardons devant. Mais c'est un homme d'État. Mais moi, c'est mon candidat, je l'ai bien dit. Mais c'est pour à partir du moment où l'ami Kolani, à partir du moment où vous devenez partisan, vous comprenez que, on va dire ça suffit pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Monsieur Sass, oui. Je deviens partisan, pourquoi? Je dis mon candidat et puis c'est quoi? Oui, c'est comme les gens disent le candidat. Je respecte votre option. Ah mais de toutes les façons, c'est pour dire que de même vous les journalistes, on vous en prie, ne soyez pas ces porte-parole des politiciens là, pour aider ce peuple-là. Parce que vous avez dit quelque chose qui est très important, que chacun soit responsable devant ce qu'il est en train de faire. Merci. Je vous en prie, l'ami Kolani. En attendant le prochain auditeur, oui, Lazare, bonjour. Bonjour, Sass. C'est Lazare de la Bible? Non, de la famille. Ok. Bonjour, Sass. Bonjour à vous. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Ouais, j'aimerais aborder le sujet de candidature, quoi. Et j'aimerais dire à l'opposition d'utiliser leur deuxième plan. Vous allez me poser la question de savoir quel est ce deuxième plan. Le deuxième plan là, c'est l'initiative de Monseigneur Podio. Parce que le plan A est utilisé depuis les distances de l'UFC jusqu'à ANC. Ils gagnent, mais ils ne reçoivent pas leur victoire. Donc maintenant, c'est l'heure de négociation du pouvoir. Donc, c'est M. Agboyomé qui est en bonne place pour discuter le pouvoir. Même ce que les gens disent de son passé, ça, ce n'est rien. Si les sociétés disent le passé de Saul qui est devenu Saint-Paul aujourd'hui, comment sera l'église? Donc les gens n'ont qu'à laisser l'affaire de passer d'Agboyomé. Merci, on a compris l'essentiel. Donc notre ami qui invite l'opposition à passer au plan B. Les opposants apprécieront. Sylvain Agbaï, bonjour. Oui, monsieur Sass, bonjour. Oui. Et moi aussi, je voudrais rebondir un peu sur Agboyomé Kodio là. Et bon, le choix d'Agboyomé Kodio, c'est un choix mûri et réfléchi. Parce que Monseigneur Kodio a bien appris sa leçon au séminaire. Il y a longtemps que Kodio a quitté le séminaire, hein? Oui, les pierres qu'ont rejetées les bâtisseurs est devenu la principale de l'anglais. Je sais que vous êtes un chrétien. Monseigneur Kodio sait que Agboyomé sera rejeté par certains. Mais Agboyomé, c'est un choix bien réfléchi et bien mûri aussi. Pour ce qui concerne l'investiture de Fort hier, et moi je dirais tout ça là pour ça, il faut que la Aplusia penche un peu sur tout ce qui a entouré cette tournée-là. Tout ça là pour ça, pour une investiture. Vous avez des pistes à indiquer à la Aplusia? Ah mais oui. Ok, donc vous connaissez les bureaux de la Aplusia. Et puis le troisième point, c'est la canne. Oui. Ceux qui ont mangé l'argent d'un mort, ils n'ont qu'à restituer. Parce que le système, moi, fort n'est pas mon problème, hein. C'est le système dans lequel il a mis pied, c'est le système qui est pourri. On investit fort, on ne l'investit pas. C'est le système qu'il faut juger. Le système, c'est trop pourri et trop bancal. C'est pourquoi tout ce qu'ils font, c'est bancal. Merci beaucoup, Sylvain Agbaï. Nous remontons à Djidjolé avec notre fidèle et loyal Papa Sibiti. Bonjour, mon directeur. Mavoun Kazo. Bien sûr, c'est bon, les États-Unis. À la FIA. Maintenant, revenons en français.
Et soit semé et donné à la fila. Maintenant, revenons en français, s'il vous plaît. D'accord. Mais il y a un protocole à côté. Oui, mais dis-moi, je ne comprends pas tout. Bon. Je dis, hein. Oui. Nous sommes sages. Je fais partie. Et vous me l'avez dit l'autre jour. Aujourd'hui, là, qui a raison? Avec la candidature du président Faure, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que même s'il y a 1000 candidatures, personne ne peut l'enlever. Personne ne pourra l'enlever. Aujourd'hui, c'est qui? Non, sauf qu'il a été candidat unique au sein de UNI. Oh, mais pas candidat. Ils ne sont pas comme les nôtres, tantôt ici, tantôt là-bas. Ils sont organisés de toutes les pour vous dire que même si c'est 1000 candidatures, notre fils, là, notre président, lui, il ira toujours. Ne nous accusez pas. C'est ce que nous avons vu avant vos naissances. Merci beaucoup. Nous n'accusons pas, nous ne faisons que constater. L'ami Marcel, bonjour. Bonjour. Oui. Merci pour l'émission. Je vous en prie. Pour la candidature du président Faure, oui. J'épouse entièrement le commentaire de l'autre. De qui? Fabrice. Oui. Oui, qui dit, je dis, ça dit que les gens même peuvent organiser le folklore, n'importe quoi autour de ça. Sinon, depuis leur réforme, tout était clair que le président Faure serait candidat. Sinon, il n'y aurait pas de débat. Il n'y aurait pas de débat. Donc, jusqu'aujourd'hui, bon, les gens créent tout pour dire, ce mythe-là, pour dire que peut-être il va désister à la dernière. Ça dit, ces mêmes personnes se donnaient l'espoir que peut-être ça. Mais sinon, pour la candidature de Faure, il n'y avait même pas de débat sur ça. Il n'y avait même pas de débat sur ça. Et maintenant, pour le candidat unique de Monseigneur Kodjiro, vraiment ça autre, mais vous voyez comment l'opposition elle-même tacle déjà l'autre, un de leurs lèvres, en attendant même le deuxième tour. Et si éventuellement il y aurait deuxième tour, vous voyez comment est-ce que les gens pourraient se soutenir alors que eux-mêmes disent que s'il y a deuxième tour, ils vont unir leur voix. Mais il n'y a même pas encore eu premier tour, ils se taclent déjà. Tout le monde a un passé. Qui n'a pas dépassé? Merci, okay, merci beaucoup Marcel. Je retiens ce que Sylvain Agbaï disait. Ceux qui ont mangé l'argent des morts là, il faut les restituer. Sinon, Birago Diop a écrit que les morts ne sont jamais morts. Et quand un mort devrait revenir réclamer son argent, nous ne souhaitons pas ça à qui que ce soit. Là, c'est juste pour la bonne humeur. Et nous allons terminer avec Monsieur Eric. Bonjour. Oui, bonjour, c'est M. Eric Dagoy. Eric Dagoy, oui. Oui, bonne année, M. Sap. Bonne heureuse année à vous aussi. Merci. C'est pour vraiment féliciter mon président Faure d'avoir accepté sa candidature. Oui. Et que le 23 soir, je vais inviter M. Kolani Dagoy, qui a son candidat à Gouéné Kodjo. On va prendre un peu ensemble. Donc, c'est entre les habitants d'Agoy, ça? Oui, nous sommes d'Agoy ensemble. Oui. Donc, vraiment, le 23 au soir, je vais inviter M. Kolani. On va prendre un pot. Un pot de tchouk ou bien un peu de tchakpalo? Ou bien de sorabi? Moi, je bois tchouk, lui, il boit tchakpalo, on va boire ensemble. Ok. Et vous allez nous inviter, nous, ici, au club de la presse, hein? Merci beaucoup. Donc, les apports ont été riches et variés. Mais je rappelle quand même que nous ne sommes pas encore en campagne. Les auditeurs, vous pouvez avoir vos préférés comme candidats, mais dans le débat, faites quand même l'effort qu'on s'adresse à tout le monde et que vous ne jouiez pas aux agents de campagne de vos différents candidats. Et ce sera mieux pour tout le monde ici. Eh bien, nous avons 90 secondes, enfin, vous avez chacun 90 secondes pour revenir sur quelqu'un, sur ce qu'un auditeur a dit, ou bien quelque chose qui vous tient à cœur. Gadiel? Oui, bon, si moi j'ai quelque chose à dire, c'est par rapport à la thématique alimentation. Je crois que aujourd'hui, le message est clair, mangeons pour notre santé et faisons de bons choix alimentaires. C'est très important.
Et pour mon carton, je fais un carton vert à tous les acteurs de la santé au Togo, notamment à ceux du ministère de la Santé, de l'hygiène publique qui nous suivent. Il y a des défis en matière de santé publique au Togo. Je pense que cette année 2020, chacun va à son niveau, face à ses responsabilités, jouer son rôle pour la santé de nous tous. Merci. Carton vert aux agents du ministère de la Santé. Abbas Issaka, 90 secondes. Bon, pour moi, je crois qu'il y a un article que nous avons fait par rapport au retrait. Lorsque les partis politiques se permettent de retirer leurs membres au niveau de la CENI, c'est une réflexion de Madi Diabakate par rapport à cette situation où ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui disent que la CENI n'est pas indépendante. Oui, vous permettez, notre ami Madi Diabakate qui a réagi et qui dit que le bon sens, c'est que lorsqu'on se retrouve à la CENI, on travaille désormais pour le peuple togolais et non pour un camp ou pour son parti. Oui, parce que selon lui, lorsque vous êtes élu à la CENI comme membre de la CENI, vous prêtez serment pour servir le peuple togolais et non pour servir son parti uniquement. Donc, il est parti de ce retrait du membre du CAR à la CENI et en donnant même les exemples passés. Et que désormais, si on n'a pas la CENI technique, c'est à cause de cette situation où les partis politiques ont la même mise sur leurs membres qui sont à la CENI pour travailler pour la population, parce qu'ils ont prêté serment pour ce faire. Et il a évoqué même les retraits des autres partis politiques pour les CENI passés, et il dit que désormais il faudrait que plus que ça se répète. Nous sommes en train de construire un état de droit. Il faudrait qu'on puisse être dans cette logique et avoir des gens qui travaillent pour les populations. Lorsqu'on prête serment, on ne prête pas serment pour son parti politique, on prête serment pour servir. Merci. Le sieur Madi Diabakate qui s'exprime aussi dans le colonne du journal Le Messager quand il dit force reste au serment et non au parti. Donc nous en avons parlé la dernière fois. Maintenant, vous terminez avec votre carton. Pour cette année, je n'ai pas encore réalisé de carton pour quelqu'un. Eh bien, cherchez pour la prochaine fois. Sylvestre Béni? Non, moi, j'ai pas de carton. Voilà. Vous passez? Je passe. Merci. Et Fabrice Patom-Pekezi? Oui, je prends le temps de Sylvestre pour revenir un peu sur l'analyse de Diabakate. Je crois que c'est important et il va falloir peut-être légiférer à l'avenir. Soit quand vous entrez à la CENI, vous oubliez tout de suite votre parti, ou alors carrément il faut chasser ces politiciens-là de la CENI pour en faire une CENI technique. Parce que ça n'est de trop. Et presque tous les partis l'ont fait. UNIRA à un moment donné a remplacé, l'ANC remplace, et aujourd'hui c'est le CAR qui retire, alors qu'il était là. Il avait ses membres au moment où on organisait les législatives sans être candidat, ils étaient là et bien, finalement le patriarche vieillit un peu très mal. Ce maître Abouibo là, on ne le comprend plus. Lui-même il se roule dans la farine, on ne comprend plus rien. Merci. Maintenant votre carton. Mon carton est vert et je l'adresse à l'actuel président de la CAF parce que j'estime que par rapport à l'hommage rendu à Obil Allé hier au cours de la cérémonie des awards, c'est quand même le Togo qui est réhabilité, parce que quand on revient 8 ans après sur ces événements-là, la façon dont ce voyou entre griffes de Issa Hayatou avait géré cette histoire. Vous y allez vraiment? Non, mais laissez-moi, c'était une attitude de voyou. C'était une attitude de voyou. Que la façon dont Issa Hayatou s'était personnellement comporté. Je ne parle pas de la CAF en général, je parle de Issa Hayatou. La façon dont il s'était personnellement comporté vis-à-vis du Togo en cette période douloureuse-là. Je crois qu'aujourd'hui, hier, ce qui s'est passé, c'est le Togo, on en a beaucoup parlé aujourd'hui sur les médias internationaux, c'est le Togo qui est réhabilité à travers cet hommage-là rendu à Obil Allé. Et pour ça, je donne un carton vert à Ahmad. C'est bien cela son nom. Bien évidemment. Le Camerounais était plus proche de nous, mais je suis désolé. Encore une fois, la preuve que le frère n'est pas toujours le meilleur ami. C'est vrai. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Juste nous rappeler cette pensée du jour que nous tirons de l'œuvre de Antoine de Saint-Exupéry qui écrit que être homme, c'est précisément être responsable. C'est sentir en posant sa pierre
que l'on contribue à bâtir le monde. Joyeux anniversaire à Lucien Djossou Mensan. Je sais qu'il est connaisseur de très bons vins. Eh bien, nous sommes ici, Lucien. Nous vous attendons pour que vous venez agrémenter la troisième mi-temps avec vos vins Bordeaux. Rendez-vous demain, jeudi à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.